They're awesome. They're amazing. They're at McDonald's now. Mega cool Beetleborgs Metallics gear. Beetleborgs! With action tools or action pictures. You get one at each McDonald's Happy Meal you buy. Hey, you looking for bad guys? No. Lunch. Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, Bonjour. votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu, et un peu de BD quand même, un peu de comics. Pas trop de Japon aussi, aujourd'hui. Donc comment vas-tu Fabien? Ça va, tranquille. C'est bien. Remis de ton voyage dans le cosmos de Sanbukai? Remis du Cosmos, remis du Kikopolis, remis de tout. Voilà. Donc nous allons vous parler d'une série américaine qui date des années 90. Je vous ai déjà dit de ne pas vous énerver. Vous allez voir, on discute. Puisqu'on va vous parler de Beetleborgs. Et pourquoi on vous parle de Beetleborgs? Tout simplement parce que le dernier volume, donc le 4e set de DVD vient de sortir chez Shoot Factory, donc aux États-Unis. Mais bon, c'était l'occasion un peu d'en reparler Voilà. quand même. Voilà. Histoire de terminer les séries américaines de chez Voilà. chez Saban, Donc en fait, n'est-ce pas le mois de mai, en fait, c'est le mois des conclusions, puisqu'on conclut la nostalgie avec Sanbukai, et là on conclut Saban, puisqu'on va vous parler de Beetleborgs et de Mask Rider. Wow. Voilà. Donc, dans le Toku Focus, nous parlerons de Beetleborgs et de Beetleborgs Metallics, et dans la Toku Cave, on vous parlera de Mask Rider, et dans le Dikotoku, J'ai hâte. on vous parlera de deux musiciens des productions Saban. Un duo donc. Voilà. Donc, c'est parti, on lance le Toku Focus. Après les Power Rangers, VR Troopers et Mask Rider, Saban débarque à la fin des années 90 avec un nouveau concept, toujours en adaptant le Metal Hero, mais cette fois-ci, on se rapproche quand même des comics, je trouve, dans cette série, avec Beetleborgs. Donc, En fait, Beetleborgs, c'est la transposition, enfin plutôt l'adaptation, là pour le coup, américaine donc de B-Fighter. Et de B-Fighter Kabuto pour Metallics. Excellente série, B-Fighter. Il faut vraiment qu'on en revienne plus en détail un jour, pas aujourd'hui. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'effectivement, cette fois, il décide, dans son nouveau concept, de garder peu de choses de la série originale, à part juste les plans costumés, les plans en effets spéciaux. Et encore. Il y a peut-être 30% de Toku dans un épisode, c'est impressionnant. Mais c'est vrai qu'il bâtit cette nouvelle série sur une sensibilité 100% américaine, dans la mesure où on suit un groupe d'enfants, cette fois-ci, des fans de comics, des lecteurs assidus de comics, et il se trouve qu'ils sont fans d'une bande dessinée donc, qui s'appelle Beetleborgs, qui met en scène 3 super-héros costumés donc à la manière du Metal Hero. Voilà. Et ensuite, je me souviens qu'ils prennent contact avec un mec qui s'appelle Flabber, qui est une espèce de mélange entre Elvis Presley et le présentateur américain Jay Leno, mais tout bleu, avec une tête bleue, qui vit dans une espèce de maison hantée où il y a tous les monstres classiques du cinéma d'horreur. En fait, c'est surtout qu'au début de la série, ils découvrent qu'il y a une maison soi-disant hantée où personne ne veut aller, et eux, ils décident de relever le défi d'y aller. C'est plus ton truc. Moi, j'ai très peu de souvenirs sur les bases. En même temps, moi, je suis arrivé à l'époque où... voilà. Donc, c'est un peu déjà inspiré de Monster Squad. Oui, c'est inspiré des monstres classiques de l'Universal. Beetleborgs, c'est Monster Squad qui rencontre les comics, déjà clairement. Et c'est peut-être pour ça que la série est très intéressante, déjà, parce qu'elle brasse beaucoup de choses. Il y a énormément de choses dans la série. Il y a énormément de pop culture, déjà, premièrement. Et le truc, c'est que donc, les personnages de la série, ça pourrait être toi et moi. C'est ça déjà qui est impressionnant dans la série. Wow, this is great!
terrific! Autant dans Power Rangers ou dans VR Troopers, c'est des super-héros, c'est des personnages, mais tu penses pas que ça peut t'arriver. Autant dans Beetleborgs, c'est des lecteurs de comics, c'est des geeks, à une époque où quand même on parlait plus ou moins pas de geeks. Je veux dire, Beetleborgs, c'est limite comme Kick-Ass aujourd'hui, tu vois. Des lecteurs de comics, dire des fans qui se décident de devenir eux-mêmes les super-héros qu'ils aiment, en fait. Tu vois. Disons que là où ils ont été assez malins en termes de marketing, c'est de faire des enfants, cette fois les super-héros. Donc ça fait qu'en termes d'identification, Voilà. il y avait Déjà, il y avait une projection directe. Moi, j'avoue que je me souviens de la série, je l'avais regardée un petit peu parce qu'elle passait sur T'es fou, enfin, juste après que le Club Dorothée soit. D'ailleurs, c'est la soit première série qui a été diffusée sur T'es fou. Ouais. Et ça passait l'après-midi, si je me souviens bien. Moi, Vers 16h30. Moi, je regardais ça, je me souviens, j'étais au début du collège, je devais être en 5e, j'ai regardé quelques fois. Ça m'avait parlé à l'époque parce que c'était vraiment une époque où moi, je lisais énormément de comics. Vraiment, je devais acheter 4 à 5 revues par mois. Et mon souhait à l'époque, je me souviens, c'était d'aller dans des comic shops. Et il n'y avait pas encore il y avait pas de comic shop encore à l'époque en France, ou relativement peu, vers 97, 98. Il y avait vraiment des magasins spécialisés, mais pour chercher les comics, en tout cas les imports américains, il fallait vraiment aller dans les boutiques d'import. Et voir ces gamins déambuler comme ça dans ces boutiques, feuilleter les comics et tout ça, moi, ça m'avait beaucoup parlé. Et les voir ensuite fréquenter tous ces fameux monstres, Frankenstein, Dracula, tout ça, ça me parlait encore plus. Car même si à l'époque, en termes de cinéphilie, je n'avais pas encore vu les films de la Hammer ou les films de la Universal, ça a commencé à me parler parce que c'était des personnages que j'avais vus soit dans d'autres cartoons, dans d'autres séries ou même dans des jeux vidéo des fois. Et j'avoue que la série avait cet emballage, j'ai envie de dire, américano-américain que je trouvais génial, que je trouvais excellent. Je me disais que si la série ne parlait que de ces lecteurs de comics et que de ces monstres, ça aurait pu faire une série assez chouette. Même s'il fallait trouver un fil conducteur fort. Et dès qu'arrive le tokusatsu dedans, j'ai pas très bien compris en fait, parce que je me disais, pourquoi est-ce que ces gamins très américains, pourquoi est-ce qu'ils liraient dans la diégèse de l'histoire, pourquoi est-ce qu'ils liraient une BD comme Beetleborgs? Si ce sont des Américains qui lisent du comics, les petits Américains élevés au grain qui lisent du Spider-Man, du Batman, tout ça, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas créé un autre super-héros dans la sensibilité américaine plutôt que de prendre, encore une fois, des images d'une série japonaise? C'est plus ça qui me choque, surtout pour un usage assez minimal, puisqu'on doit avoir même pas 5 minutes de Beef par épisode. Parce que même les 3/4 des combats, c'est des scènes américaines. C'est ça. C'est peut-être d'ailleurs une série qui a le plus gros budget. En tout cas, je trouve que pour l'époque, quand tu comparais à VR Troopers ou même à Mask Rider, je trouvais qu'on revenait de loin quand même. Ah bah tout à fait. Et je pense que le concept, encore une fois, de parler de comics en 97, une année super triste, je veux dire, c'était l'année des Batman et Robin, des Spawn, donc des adaptations catastrophiques. Ouais, mais clairement. Prendre le contre-pied de cette chute en termes de super-héros cinématographiques et vouloir essayer de faire une espèce de mise en abîme du comics déjà, même avec un côté un peu Last Action Hero, projection dans l'imaginaire, tout ça, c'était assez intéressant. Mais il fallait faire, je pense, un personnage américain. Mais surtout que, par contre, Beetleborgs, ce qui est très intéressant, c'est que la série, elle arrive au bon moment. Je veux dire, certes, elle arrive à une période charnière dans les mauvaises adaptations au cinéma, mais je veux dire, elle passe juste après les Batman de Burton et elle arrive juste avant tous les super-héros qu'on va avoir avec les X-Men, les Spider-Man qui vont arriver au début des années 2000. Je veux dire, on est en 97, on vient d'avoir les premières adaptations, on sait plus ou moins ce qu'est les super-héros, ce qu'est les comics, tout ça. Je veux dire, c'est familier. Et juste après, la série, elle a l'intelligence de s'arrêter juste avant tout ce qu'on va avoir aujourd'hui. Ce qui est aussi intéressant, c'est que autant sur le paysage cinématographique, c'était assez chaotique, mais autant en termes de télévision, on a quand même déjà à l'époque plus de 5 ans de très bonnes séries de super-héros. Et puis surtout, c'est une série qui prend la continuité des séries Batman, Spider-Man, X-Men et tout ça. Je veux dire, à la télévision, les super-héros sont légion et sont plutôt bien adaptés quand même. Relativement bien. Voilà. Donc, c'est une série qui baigne totalement dans un univers déjà établi et qui arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Non, mais et je pense que c'était peut-être la seule manière de faire pour, on va dire,
inciter les spectateurs à regarder. On ne pouvait plus tabler sur les mecs qui viennent de l'espace, sur le Sentai ou même sur la réalité virtuelle. La réalité virtuelle. Il fallait, je pense, un truc plus ancré dans la culture américaine pour que ça plaise en premier lieu aux Américains. Donc voilà. Après, est-ce que la série... le problème, c'est que moi, encore une fois, j'ai regardé un épisode, j'en pouvais plus parce que c'est vraiment un humour de gamin, les monstres qui font les bêtes dans leur surtout, maison. c'est une série des années 90, je veux dire, elle a quand même 20 ans derrière elle. Ça a pris un coup de vieux énorme. Au-delà du fait que ça soit une adaptation de B-Fighter, ça limite, c'est secondaire, mais c'est vraiment l'humour qui est vraiment très très lourd, très appuyé, parce que effectivement c'est pour les enfants. Même moi à l'époque, j'avais 12-13 ans quand ça passait, ça ne me plaisait plus du tout. Par contre, je m'en souviens, j'en gardé un bon souvenir parce que l'année où je l'avais vu la série, j'étais en 5e et c'était une année personnellement qui est une année pour laquelle j'ai beaucoup de bons souvenirs, et Beetleborgs s'inscrit un peu devant, mais c'est aussi le symbole de la fin. C'est-à-dire, je me souviens que les dernières séries que j'ai dû regarder, le dernier programme pour enfants que j'ai regardé, à 13 ans, avant de basculer dans l'adolescence, c'était ça et Power Rangers Turbo. Après, j'ai arrêté complètement de regarder les programmes pour enfants pour passer, on va dire, vers une cinéphilie, là pour le coup, vers une cinéphilie plus exigeante. Mais c'est vrai que autant j'ai jamais acheté les jouets, j'étais jamais là à m'emballer sur la série, mais quand je la regardais en prenant mon goûter, je restais devant avec relativement de plaisir, même si c'était tout complètement couillon quand ils changent d'actrice pour la petite fille. Ils essaient de trouver une espèce d'explication à la mort moelle-neu, mais bon. Mais au-delà de ça, par contre, c'est quand même une série très intéressante sur le processus de fabrication d'un comics. Puisque Déjà, première chose, c'est peut-être une série qui accepte le plus sa charte graphique. Tout à fait. Parce que vous avez alors c'est des séquences de B-Fighter pour le coup, mais ils ont eu l'intelligence de faire comme si c'était des cases de comics. Ils sont encastrés dans des... Donc vous avez en fait vous avez un montage très très fluide où vous avez une scène qui est comme ça, un peu comme le Hulk de Ang Lee en fait. Donc avant le Hulk de Ang Lee. Voilà, où vous avez des séquences, par exemple vous avez un plan là, puis vous voyez les bords blancs et on arrive sur un autre plan et ils arrivent. Et c'est vachement, pour le coup, autant Power Rangers était limité par ces multiples Sentai qu'il aurait utilisé d'une série à l'autre où du coup il n'y avait pas de cohérence, autant là les comics ils y allaient jusqu'au bout et ça marchait. Tu te rends compte qu'on est limite en train de dire qu'une production Saban a anticipé un film de Ang Lee quand même. c'est quand même... Non, mais à l'époque tu voyais pas ça, je veux dire, des comics live comme ça, c'est peut-être... Le découpage était assez intéressant. Et pareil, à un moment ils vont carrément voir le créateur de Beetleborgs, de la BD, et là pour le coup on bascule dans autre chose, où là, on est clairement dans la fabrication d'un comics. Il y a presque un côté méta, par moment. Voilà, tu dis, bon, ok, on casse un truc dans le rapport entre le lecteur et l'œuvre de fiction. En fait. Et c'est marrant parce que la fin de la première saison, donc qui amène à Beetleborgs Metallics, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de double lecture sur la paternité de son œuvre et qu'on pourrait en faire si elle était utilisée à mauvais escient. Parce que je rappelle que donc à la fin de la première saison, le méchant Vexor va dans le... Ah, je me suis retapé l'épisode hier en plus. Va donc dans dans l'atelier du créateur de Beetleborgs et il trouve en fait un dessin. Donc le fameux Nucus, donc qui sera le méchant de Metallics, et il trouve donc ce dessin et il décide de l'utiliser. Et c'est marrant parce que quand on regarde aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de double lecture, alors peut-être inconsciente à l'époque, qui fait que les œuvres, si elles ne sont pas utilisées par des artistes, peuvent être utilisées pour faire tout et n'importe quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas faux. Hey, it's Nucus. And Horrible. Pinch yourself. Your nightmare has arrived. Let's try the Metallics Battlers. Let's go for it. Metallics Battlers. Metallics Lancer. Grappler. It's time! Lucas, meet my new lance. Oh no! Drew! Look out. Horrible's preparing to attack.
It takes more than that to stop Beetleborg, Mucus. You want more, Beetle Squeak? Be careful what you ask for. Je voudrais revenir aussi vite fait sur la VF. Un peu, là, ouais. aussi, je pense que aussi la série, je l'avais appréciée à l'époque parce que la VF aussi était très très bonne qualité. Vraiment une très très bonne VF. En plus, on avait Alexis Thomasian qui faisait la voix du Beetleborg vert. Ouais. Et non, je me souviens que, encore une fois, la valeur ajoutée donnée par la VF amplifiait, je pense, la qualité de la série. Ou que l'humour passait sûrement mieux en VF. Laisse-moi faire les présentations, Graxis. Nous sommes les Borgs, les Beetleborgs. Vos noms m'importent peu. C'est pourtant agréable de connaître l'identité de ces vainqueurs. La plaisanterie est terminée. On va te renvoyer dans ta bande dessinée. Redresse-toi si je veux. Alors, on l'abandonne. Beetleborg, ça a beau être fantaisiste, au final, c'est ultra réaliste parce que tu te retrouves à avoir des gamins qui lisent des comics. Je te dis, ça pourrait être nous en train de lire des comics et en train d'imaginer qu'on a envie de vivre ces aventures. Ils vont dans des conventions, ils dessinent. Enfin, je veux dire, il y a énormément de choses qui font que c'est pour ça que je fais le lien avec Kick-Ass, c'est qu'au final, ce qu'on a avec Kick-Ass aujourd'hui, où on a ces héros, ces losers qui décident eux-mêmes de prendre le contre-pied et de devenir les héros qu'ils aiment en étant des geeks, bah ça, c'est des choses qu'on retrouve déjà. Parce que justement, c'est une série qui assumait pleinement son héritage, en fait. Peut-être qui anticipait aussi le rapport qu'on allait avoir aux comics, qui justement était en train de repartir, qui à la fois se cassait la gueule, mais qui aussi repartait. Donc, oui, intéressant. C'est pour ça que je trouve que la série est intéressante. Encore une fois, je trouve l'incursion du Tokusatsu un peu déplacée et pas très pertinente. Mais bon, il faut sauver de l'argent. Hein, donc voilà. Non, mais franchement, une série, peut-être une des meilleures séries Saban, quand même, pour le coup. Hein. En parlant en toute objectivité, quand même. Hein. Disons que par rapport aux autres qu'on a eu avant, le concept était quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus, j'ai pas envie de dire fin, mais peut-être beaucoup plus pertinent sur la durée, en tout cas. Effectivement, avec le regard d'aujourd'hui, il y a des trucs assez intéressants. Même si malheureusement, moi j'ai dépassé l'âge depuis très longtemps et que c'est impossible de tenir. Donc on passe sur un autre super-héros ? Oui, là où moi je vais être beaucoup moins sympa. Allez, c'est la Tokucave. Bien avant Beetleborgs, on avait Mask Rider. Pourquoi on peut... Qu'est-ce qui t'arrive ? Je me prépare. Pourquoi est-ce qu'on peut faire une émission sur Beetleborgs et Mask Rider ? Bah, peut-être aussi parce que Mask Rider... ne mérite pas plus qu'une cave. Non, mais c'est surtout que Mask Rider, au final, c'est pas bien. C'est un peu l'adaptation aussi, entre guillemets, de Superman. C'est-à-dire, il s'inspire beaucoup de Superman, quand même, le Mask Rider, dans ses origines. Alors... Je me souviens que tu en avais parlé dans l'émission sur Power Rangers. Donc essaye pas de... Tout à fait. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont d'abord amené le personnage du Prince Dex, si je me souviens bien, donc dans Power Rangers. Je ne sais plus si c'était la saison 2 ou la saison 3. Je crois que c'est la saison 3 de mémoire. 3, voilà. Name of King Lexian, rightful ruler of Edenoy. Ectophase, activate! Now, villains,
You shall know the power of the Masked Rider and the Power Rangers. We're right behind you, Dex. A very touching performance, Rebel, but we're not impressed. Get them, Plague Patrol! You sure you can handle the Cogwarts? Yes. Get your friends inside. We'll take care of the chumps. Time to corral some Cogwarts. Où c'était un épisode en plusieurs parties sur la planète Edenoi. Donc en fait, ça servait à introduire le personnage dans Power Rangers pour ensuite lui faire amener sa propre série. Donc je rappelle déjà que Masked Rider, c'est donc l'adaptation de Kamen Rider Black RX. Avec des morceaux de Zeto Voilà. et de J. Voilà. Donc déjà, il y a le même problème que sur VR Troopers, c'est-à-dire les mecs, ils ont pris la dernière série en date, donc ça fait que si ils avaient dû faire d'autres saisons, ils n'auraient pu que regarder en arrière. Même problème que VR Troopers. Donc déjà, c'était un petit peu stupide de faire ça. En plus, bon, bah, si tu massacres Black RX et que si en plus tu prends des bouts de Zeto et de J... Ouais, mais encore ils avaient l'intelligence de pas te mettre Zeto ou J vraiment en avant, et du coup, tu pouvais voir, le montage était fait que tu... On touche pas. Ouais, alors, si tu prends Kamen Rider et que tu l'amènes aux USA, tu réfléchis un petit peu ton concept. Kamen Rider, c'est pas un personnage qui vient de l'espace de base. Même si Kamen Rider Black RX, effectivement, c'est une série à thématique spatiale, c'est vrai qu'en termes d'adaptation, ils ne sont pas beaucoup foulés, quoi. Ils sont vraiment restés proches du truc, sauf qu'effectivement, ils se sont dit, bah, en plus de prendre le concept d'un héros japonais, on va carrément pomper un héros américain. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Effectivement, ils ont pompé Superman. Puisque le prince Dex échoue sur notre planète. Il est recueilli par une famille d'adoption, famille Benetton en plus. Le papa est enrobé, la maman est asiatique, le petit est noir. Donc voilà. Et puis son oncle, donc le comte Dragon, si je me souviens bien, donc le capitaine Jack dans Black RX, vient sur Terre pour vouloir le capturer et lui lâche des monstres dessus. C'est pas du tout la dynamique Superman General Zod, à peine. Donc voilà. Donc, ce qui fait que Dex est un extraterrestre qui vient sur Terre, c'est censé être un mec super intelligent, mais en fait c'est un gros teubé parce qu'il sait pas, par exemple, boire une brique de jus d'orange. Il la mange. J'aime bien ce décalage. On vous présente toujours des civilisations super avancées, mais les mecs sont incapables de réfléchir comment ouvrir une brique de jus d'orange. Voilà. Et puis, comme beaucoup de séries, pas seulement de tokusatsu, mais comme séries américaines, il faut une mascotte. Alors, Alpha dans Power Rangers, le petit robot qui parle et qui se plaint, ça va, parce que tu en as aussi dans le tokusatsu des robots qui se plaignent. Pibolo notamment. Pibolo. Le chien qui parle de VR Troopers, à la limite ça passe, parce que tu as des chiens qui parlent dans Bioman notamment, les chiens qui parlent, c'est pas ce qui manque. Mais sur Masked Rider, ils sont arrivés avec Ferbus. Et Ferbus, qui est une sorte de Furby avant l'heure. Je sais pas qui est venu avec cette saloperie, mais c'était pas possible. C'était juste pas possible. Là, c'était vraiment un truc qui était irregardable, ce Ferbus. On aurait dit qu'ils avaient pris un Ewoks et qu'ils l'avaient fait coucher avec Howard le canard pour donner ce truc. C'est comme les mecs qui ont dit « Oh putain, on va s'inspirer des films de George Lucas. » Mais on va dire l'aspect pourri de George Lucas. Donc voilà, c'est comme si Masked Rider pêchait soit par fainéantise, soit par faute de goût. Donc voilà, et je suis désolé, tu prends un mec comme T.J. Roberts, là, l'acteur principal, la tête de Tony Roberts, qui était aussi un mec un peu à la Jason David Frank, c'est-à-dire un jeune champion d'arts martiaux, sauf que le charisme... Sauf que T.J. Roberts, il a fait des films. Sauf que Jason David Frank n'a jamais fait. Jason David Frank, il avait du charisme. Alors que quand tu vois T.J. Roberts, qui est un mec tout fin, d'un coup le mec se transforme en Masked Rider et du coup le gars il prend, je sais pas, 15 kilos de muscles, tu te dis, il y a un gros problème. Oui, surtout qu'ils l'ont habillé de manière identique. À Tetsuo le costume blanc. Il est identique à Tetsuo Kurata dans Kamen Rider Black RX.
En fait, moi, je pense tout simplement qu'ils ont pris aussi Black RX comme base parce que c'était une des séries qui était la plus marketable parce qu'il a 3 transformations dans la série. Il y a la voiture. Il y a la voiture, il y a la moto, il y a tout, quoi. Et que bon, voilà, la thématique spatiale leur permettait de se raccrocher à une base, la base de Superman, pour faire un truc tranquille, les clés en main, et pas de problème. Et puis même, ça permettait de l'intégrer dans l'univers de Power Rangers, puisque C'est je ça, rappelle quand même que c'est un spin-off. Et du coup, on avait Rita Z, l'Empire des Machines et tout ça, qui gravitait et allait graviter autour. Et du coup, c'était tout à fait logique de faire des méchants qui viennent de l'espace. C'est ça. Mais après, paradoxalement, je me souviens à l'époque, j'avais vraiment été attiré par le look du personnage, par le marketing, par les jouets, encore une fois, tout ça, parce que il est beau, Black RX, il a un design d'enfer, c'est magnifique, tous les méchants sont superbes. Et ensuite, tu vois la série, tu te dis, il y a un problème. Je voyais clairement la différence entre les images japonaises du colonel Jack, donc le méchant, et d'un coup, quand ça passait aux images américaines du Comte Dragon, tu voyais que le mec, il avait plus la même tête, le costume était plus pareil, c'était le même problème que le bouclier du Ranger du Ranger vert, tu vois. C'est exactement le même délire. Et j'ai jamais compris parce que la série commençait avec un super générique de Chucky Levy, un truc orchestral, bien épique et tout, et ensuite tu basculais dans cette série complètement cheap. Justement, quand même, c'était couillu, je trouve, pour une série aussi pourrie, de foutre quand même un orchestre. D'autant plus l'aspect Superman wannabe, tu vois. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ajouté Rien, c'est pas bien. Voyez Kamen Rider Black et Kamen Rider Black RX, ça aussi on va en parler un jour, mais ça demanderait 6 émissions. Mais non, Mask Rider, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien. Il n'y a aucun effort fait dans cette série. C'est une série qui n'a pas de charisme en fait. C'est vraiment pas bien. Et je crois qu'elle ne passait pas, si mes souvenirs sont bons, elle ne passait pas dans le cadre du Club Dorothée. Elle passait après. Un peu comme Spider-Man, ça passait après. Je crois qu'aussi c'était un peu dans la période de transition, TF1, t'es fou. Mais ça, c'était vraiment pas bien. Et la preuve, c'est quand même cette série-là qui met le plus de temps à sortir, même aux States. Oui, qui n'est toujours pas sortie. Vous avez juste ce DVD anglais avec 3 épisodes, les 3 premiers épisodes, et il n'y a jamais eu de suite, il n'y a jamais rien eu d'autre. Voilà, on va pas tirer sur un animal blessé, je pense qu'on va s'arrêter là. On passe au Dikotoku. Donc, dans ce Dikotoku, on va vous parler de 2 personnes, donc de 2 musiciens qui quand même ont marqué les productions Saban d'une pierre blanche, j'ai quand même envie de dire, parce que c'est quand même des gens de qualité, quand même, faut le dire. Donc on va vous parler tout d'abord de monsieur Udi Harpaz, qui est quand même le compositeur de Mask Rider, qui a quand même fait un boulot de fou. Voilà, et après, on va vous parler de monsieur Inonzur, donc compositeur de Beetleborgs, de certaines saisons Power Rangers, entre autres, qui a fait beaucoup de musique pour les jeux vidéo. Là, c'est vraiment ton domaine, parce que moi, je m'y connais plus là, à ce niveau-là. Donc, monsieur Harpaz, tout d'abord, a débuté dans les années 80. Il est d'abord nègre sur certaines séries, notamment Airwolf, Supercopter, sur K2000. Il collabore au film de la Canon Ninja 3 Domination. Il signe une de ses premières musiques. Film de ninja avec l'aérobic, c'est ça? Voilà. Une de ses premières musiques en tant que compositeur, c'est sur ce film-là. Et dans les années 90, donc il rejoint l'écurie Saban, notamment pour faire la musique d'une série de super-héros, d'un dessin animé de super-héros qui s'appelle Spider-Man. Voilà, quand même une série... J'adore cette série, c'est génial. Très intéressante. Et il se fait après la musique de Mask Rider, donc un thème composé par Chucky Levy, et après le score, c'est lui qui l'a fait. D'accord. Donc quand même, pour rester sur Mask Rider, quel est ton avis sur la musique ? Moi, j'ai très peu de souvenirs de la musique en elle-même dans la série, du score, je ne m'en souviens pas, mais je me souviens du générique, effectivement, qui promettait quelque chose d'épique, qui promettait quelque chose d'assez puissant, quoi. On n'était pas du tout dans la dynamique rock de Power Rangers, on était dans un truc, voilà. Mais
Un truc assez enlevé, tu vois. Mais c'est dingue quand même, même encore aujourd'hui, je suis encore en train d'imaginer comment les mecs ils ont pu faire à l'époque. Dire quand tu sais que Saban ou pas, hein, indépendamment de ça, car à l'époque quand même, dans les dessins animés pour la télé, c'était souvent des trucs au synthé parce qu'ils avaient pas de fric. Et là, ils t'arrivent quand même avec une putain de musique orchestrale qui est quand même interprétée par un orchestre de 50 personnes. Oui, bah, je pense qu'ils avaient, ils avaient plus de budget. À l'époque, ils étaient quand même en position de force. Donc, ils se sont dit, cette fois, peut-être, quitte à lancer un nouveau personnage, autant mettre le paquet, encore une fois. Donc, musique de Mask Rider et de Spider-Man sera réutilisée dans une autre série Saban, Digimon. Parce que j'ai pu m'entretenir récemment avec Monsieur Harpaz qui m'expliquait justement pourquoi il y a la musique de Mask Rider et Spider-Man dans Digimon. C'est tout simplement parce que vu que la musique était sous copyright Saban, vu que c'est Saban qui avait commandé la musique et qui du coup avait les droits sur la musique, bah en fait c'était comme une Sound Library en fait, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Donc ils pouvaient piocher dans la musique. Ils avaient une liste de musique et ils foutaient ça sur la table de montage et ni vu ni connu. Ça n'empêche que, pour des soucis de cohérence, il a fallu rappeler Monsieur Harpaz pour le film Digimon. Ah oui, quand même. Assurons la continuité jusqu'au bout. Et là, franchement, pour le coup, c'est cool. Franchement, ce qu'il a composé pour le film, qu'on aime ou pas le film, faut quand même avouer que c'est quand même bien sympa. Encore une fois, c'est de la musique orchestrale. Hein, ça a été interprété par l'orchestre de Tel Aviv. Non mais je le dis parce que quand vous voyez les photos de l'orchestre de Tel Aviv sur Google, vous c'est dites, impressionnant. Hein. Quand même. Ça rigole pas, ouais. Voilà. Mais franchement, c'est cool ce qu'il a fait. That's a big bird. Mimi, it's Joe. Quick, look outside your window. Polly want a cracker? A really big cracker? Coromon? Cory! Coromon, please don't fight! Cory, come on! We gotta go! Coromon! Cory, it's too dangerous! Butterfly! My turn! Oh. Sonic Destroyer! Izzy, did you see that? Izzy? Hey, what's wrong with the phone? Et il a fait aussi le Casper. Il a collaboré au Casper de Saban, notamment. Casper l'apprenti fantôme. Voilà. Mais voilà, quand même un style reconnaissable, je trouve, et qui est pas mauvais. Enfin, franchement, fondamentalement, c'est peut-être ce qui sauve. Je m'y replonge. Voilà. Donc juste une petite info avant qu'on passe à l'autre compositeur. Sa musique pour Mask Rider est disponible sur son SoundCloud. Donc franchement, il y a 29 minutes du score de Mask Rider et franchement, c'est cool parce que c'est dans une qualité irréprochable. Franchement, c'est un plaisir à écouter. Indépendamment de la série, c'est un plaisir à écouter parce que c'est d'une bonne qualité. Il y a 30 minutes quand même, je veux dire, c'est quand même pas rien. Ouais, des fois, tu as des compositeurs qui sont avares et qui écoutent 30 secondes de musique. Oui, ou même bloqués par les maisons mères. Et là, tu as quand même 30 minutes en libre accès que tu peux écouter quand tu veux et franchement, c'est cool. Ça montre vraiment là, toute la profondeur de son écriture parce que c'est pareil, il y a son score, des morceaux de son score pour Spider-Man, certains morceaux de Digimon le film, enfin franchement, sa page... Je me souviens du score de Spider-Man, par contre. Est vraiment cool. Et donc, on passe à l'autre compositeur quand même, Monsieur Inonzur. Donc, quant à lui, compositeur de Beetleborgs, de certaines saisons de Power Rangers, In Space notamment, Time Force, Turbo aussi, qui a également fait un dessin animé dont on avait parlé dans un Tokuscope, puisqu'il a fait la musique de Biga et Rusty. Oui, voilà, c'est lui qui avait fait ça. Il a fait les musiques additionnelles pour Casper, justement. Oui, et par la suite, ce qui est impressionnant quand même, je trouve, c'est qu'il s'est dirigé vers une carrière de compositeur pour les jeux vidéo. Okay. Notamment avec le studio BioWare, c'est lui qui a fait une grande partie des Dragon Age. Il a fait Crysis aussi, le jeu. Il a fait le jeu Fantasia là, qui est sorti récemment. Mais il a fait énormément de choses. Même pour Saban, il a signé cette magnifique BO, donc Saint-Patrick, qui est vraiment ouf quand même, à mi-chemin entre du James Horner façon Titanic et
du score, du score un peu télévisuel, mais sans aller dans le dégueulasse synthétique tel qu'on le connaît dans les années 90. Et il a fait également la musique d'un autre pseudo-série / de super-héros de Saban. Je sais pas si tu te souviens de cette série. Alors, me dis pas qu'il a fait ce truc là, c'est les Chevaliers de Tir Nanog. Si. Okay, voilà, il a fait donc la musique des Chevaliers de Tir Nanog. Une série dont on aurait pu parler aussi en cave, mais... Non. Voilà, donc on vous met juste le générique parce que c'est... Non, ça on n'en parlera jamais de ça. Mais voilà, donc des gens quand même qui ont beaucoup composé. Bah oui. Et c'est, je trouve quand même dommage que les 3/4 de ce genre de production-là ne soient pas encore édités en CD parce que ça fait quand même partie intégrante de l'histoire de la télé des années 90. Et franchement, ce serait cool de voir, parce que surtout que même Inonzor aujourd'hui, quand tu vois tous les CD qui sortent de lui pour ses jeux vidéo, il y a matière à sortir ses scores pour la télé. Enfin, franchement, il y a matière. Bah écoute, l'avenir nous le dira. Hein. Donc voilà, c'était un peu un point musical. Donc on en a fini avec Saban. Voilà. Effectivement. Ou pas. Ou pas. Peut-être qu'on abordera ça un jour derrière. C'est vrai que c'est les 20 ans du film cette année. Il faudrait le faire. Donc voilà. Donc, écoutez, on va vous laisser là. Je te laisse. Écoutez, déjà, encore merci pour votre soutien. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur donc, le site de Cinefuzz, sur le Facebook de Tokuscope, sur le Twitter de Tokuscope, que la page Tipeee de Cinefuzz est toujours ouverte et que le forum donc Planet Fuzz vous attend, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires. En tout cas, prenez soin de vous et transmutez-vous et lisez des comics.